Bonsoir, enfants du cinéma, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, bonsoir l'ami, je suis dans un bar avec quelques potes et on souhaitait se faire un film ou une saga après, que ce soit quelque chose de triste ou une comédie. Qu'est-ce que vous me conseillez? Hmm, pour ce soir, eh bien, allez regarder Hiroshima de Hideo Sekigawa, réalisé en 1953. Okidoki, merci l'ami. Bon bah on part là-dessus. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans le podcast Enfants du cinéma. Hello les enfants du cinéma et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enfants du cinéma avec la nouvelle formule. Déjà, dans cette nouvelle formule, je ne suis plus tout seul, je suis accompagné de Tao Paul, surnommé King Tao. Bonjour à toi Tao Paul. Bonjour Ulysse Connu, merci de me faire venir dans ce nouveau podcast. D'ailleurs, c'est assez amusant, je tiens à le préciser, c'est mon deuxième podcast avec lui, et le premier podcast c'était un film japonais, c'était L'innocence de Hirokazu Koreda. Voilà. Et maintenant, King Tao fait partie à part entière de ce podcast qui, je le rappelle, aura lieu toutes les semaines. On enregistre le vendredi soir, on sort soit le samedi, soit le dimanche. On va régler tout ça. Et donc, aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, nous allons vous parler d'un film qu'on avait très envie de voir, Tao et moi, pour la simple et bonne raison que, bah tiens, je vais te laisser raconter un petit peu l'anecdote sur ce film, qui est Hiroshima. Voilà. En fait, pour l'histoire, moi j'avais un film en double, j'avais plutôt deux films, en fait deux Blu-ray, et il s'avère que j'avais Hiroshima que j'avais en double, et je me suis dit, bah tiens, pourquoi je vais pas l'offrir à Illus Connu, en fait, que j'ai connu en janvier 2024 à l'école. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, ça serait cool. En plus, il l'a pas. Je crois qu'il connaissait un peu, donc il était intéressé par ça. Bon, c'est comme ça aussi, suite à ça, qu'il m'a offert aussi Evil Dead 2, aussi en Blu-ray. Pas du tout le même style de film, mais... Non, pas du tout le même film, mais en tous les cas, c'était gentil que tu me donnes ce film. Voilà, non, mais en tous les cas, c'était super sympa, quoi. Et Échange de bons procédés, quoi. c'est pour ça qu'on a décidé de faire le premier épisode de la nouvelle formule sur ce film, qui est important pour nous, parce que c'est un petit peu à ce moment-là que notre amitié s'est scellée aussi. Ouais, c'est tout à fait ça. Et puis tu m'as envoyé un message un jour et tu m'as dit qu'est-ce qu'on pourrait faire comme. Qu'est-ce qu'on pourrait parler comme film. Et je t'ai dit bah pourquoi pas Hiroshima parce que c'est lié, c'est quelque chose qui est important pour nous en fait. Ce film, je te l'ai passé et puis tu l'as maintenant. Mais on a regardé mon Blu-ray. Voilà. Voilà. Ah oui, il est sous blister son Blu-ray aussi. Bah, mon Blu-ray est sous blister parce que c'est avec ton Blu-ray qu'on a Oui, voilà. regardé le film. Et donc ce film est réalisé par Hideo Sekigawa. Mais qui c'est Hideo Sekigawa, mon cher Kintao? C'est un réalisateur japonais qui a réalisé. En fait, il n'est pas très connu en France parce qu'en fait, il a surtout réalisé deux films qui sont notables, qui sont Hiroshima, qui est sorti en 1953, et un autre film qui s'appelle Ceux qui bâtissent l'avenir, qui est sorti en 1946. D'ailleurs, c'est particulier parce qu'il a été co-réalisé avec Akira Kurosawa, qui est connu pour Les Sept Samouraïs, Ran, Rashomon, Que des films que j'ai pas vus. Kagemusha. Voilà, non mais c'est pas grave, mais en tous les cas, c'est un truc à voir. Et Kajiro Yamamoto, bon, moi, je connais pas trop, mais en tous les cas, c'est vachement intéressant. Et donc voilà pour le réalisateur, qui a filmé d'autres films. Hein. Je crois il a filmé, en tout cas, il a réalisé une cinquantaine de films en 30 ans, un truc comme ça. C'est une filmographie assez balèze, on est Ouais, d'accord là-dessus. entre 46 et 69, quand même, il a sorti une cinquantaine de films, quoi. Mais la plupart de ces films ne sont pas connus en France parce qu'ils ne sont pas sortis en France. Ils ne sont pas sortis en France. Et on remercie, peut-être ils regarderont pas, j'en sais rien, mais je remercie Carlotta. C'est une édition que j'aime beaucoup en fait. Et c'est grâce à eux qu'on a Hiroshima en fait. Voilà. Donc voilà. Donc merci beaucoup Carlotta, vous gérez de fou. Et donc, au scénario de ce Hiroshima, nous avons Yatsutaro Yagi, qui, alors selon Allociné, a travaillé sur Hiroshima, mais également sur la tragédie du Lucky Dragon numéro 5. C'est-à-dire qu'il y en a eu 4 avant. Et attention, je vais éternuer. C'est souhait. Voilà, on va le laisser dans le podcast, c'est la magie du réel, j'ai envie de dire. Oui. Et ce scénariste a également travaillé sur Le Vagabond de Kanto, deux films qu'on n'a pas vus, pour être honnête. Mais sont peut-être pas disponibles en France. Hein. Voilà, c'est peut-être ça. Peut-être. Et donc, quel est l'acteur principal de ce Hiroshima, donc
Je crois que l'acteur principal, il s'appelle Eiji Okada, et c'est un réalisateur, un réalisateur, plutôt, excusez-moi, c'est... On va le laisser, ça aussi, la magie du réel. Ouais, c'est magie du réel. En fait, c'est un acteur qui a joué dans un autre film, c'est juste pour préciser, Hiroshima mon amour, un film de Alain Resnais, et dont le scénario est adapté du livre de Mario Duras, et c'est assez intéressant parce que je disais que l'acteur Eiji Okada a joué dans le film Hiroshima et a joué aussi dans le film Hiroshima mon amour. Mm. Et que Hiroshima mon amour, dans le film, je ne l'ai pas vu, mais dans le film, il y a des passages de Hiroshima. D'accord. Il y a des extraits. Alors je ne sais pas si c'est des extraits du film ou des archives. On en parlera plus tard, mais il y a aussi des archives dedans. Dans Hiroshima. Dans Hiroshima, de celui qu'on a vu. En tout cas, on pense qu'il y a des archives parce que, donc on l'a vu dans une super restauration en Blu-ray par Carlotta. Ouais. Et il y a par moment une rupture de qualité, mais qui n'est absolument pas dérangeante, entre les images qu'on sait avoir été tournées pour le long métrage et d'autres images qu'on pense être véritablement des images d'archives parce que la qualité est beaucoup plus moindre. Il y a beaucoup plus pas de pixels, mais de grains à l'image. C'est moins net, etc., etc. Et donc, peut-être que entre ce début et cette fin de podcast, on aura regardé. Parce que je vous avoue que là, on fait le podcast un petit peu dans l'urgence, puisqu'on a promis un podcast pour ce week-end. Mais je vous rassure, on va tout donner pour que ça soit d'une... Nickel. Voilà. Et donc, Hiroshima, qu'est-ce que ça raconte ? Alors, vous vous doutez bien quand même ce dont ça parle. Et voici... Alors, attendez, la magie du réel. Il y a King Tao qui me montre un truc. Oui, c'est pour parler juste de l'acteur et dans quoi il a joué pour faire des liens. Juste... Vas-y. Avant que tu commences. Oui, parce que King Tao adore faire des liens. Et c'est trop bien. Mais non, mais ça permet aussi aux gens de connaître d'autres films. Ah, mais je suis entièrement d'accord. Donc, l'acteur que j'ai nommé, il a joué dans Silence de Masahiro Shinoda. C'est le film, en fait, qui a inspiré le Silence, The Silence, je crois. Non, je crois que c'est Silence. Silence de Martin Scorsese. Voilà. Qui est un excellent film, je sais pas si tu l'as vu. Non, je l'ai pas vu, mais je l'ai dans. Non, j'ai le celui de 71 et j'ai pas The Silence. Voilà, c'est ça, je crois. Je sais pas si c'est The Silence, je pense que c'est Silence. Bon. C'est juste Silence, celui de Martin Scorsese. En tous les cas, The ou Silence. Bon, voilà. Et il y a un autre film il a joué aussi en 73 qui est Lady Snowblood de Toshiya Fujita. Et ce film-là, c'était le film Matrice aussi, qui a inspiré Kill Bill, réalisé par Quentin Tarantino. C'est qui Quentin Tarantino ? Quentin Tarantino... Non, je rigole. Ah, ok. Non, mais il y en a peut-être qui savent. Ouais, il y en a peut-être qui savent pas. Non, mais on sait jamais. Mais bon, Tarantino, on va pas non plus s'éparpiller. D'ailleurs, j'ai écorché son prénom quand j'ai posé ma question pour une vanne qui était peut-être pas si drôle que ça. Tous les fan blagues avec Quentin Dupieux, non, ça n'a rien à voir. Non, ok. Non, on divague. Ouais, non, juste Quentin Tarantino, voilà, c'est le mec qui a fait presque une filmographie parfaite. Ouais. Selon lui, et voilà. Bah, surtout selon lui. Après, voilà. Donnez-nous votre avis sur la filmographie de Quentin Tarantino. Mais on divague. Encore une fois, la magie du réel. Mais donc, Hiroshima, ça nous raconte ceci. Hiroshima, début des années 1950, professeur au lycée, Kitagawa constate que nombre de ses élèves souffrent des séquelles de la bombe atomique. Il entame alors une discussion avec eux. Face à l'ignorance et à l'indifférence des Japonais, et afin que les victimes ne soient pas contraintes de vivre dans l'ombre de la société, il estime nécessaire que leurs compatriotes se rappellent ce jour si fatidique du 6 août 1945. Et donc, comme l'a dit King Tao, au début, c'est un film qui est sorti en 1953, soit très peu de temps après les événements tragiques d'Hiroshima. Presque 8 ans. Voilà. Presque, en fait. Et donc, ce film, on l'a découvert tout à l'heure. On fait un peu un podcast à chaud, mais en soi, je trouve ça pas plus mal, parce que je pense qu'on va être vraiment, entre guillemets, dans le vrai, purement sincère. On va pas avoir... alors, je dis pas que mûrir son avis est négatif, absolument pas, c'est même très positif. Non, il n'y a pas de filtre, parce qu'en fait, on dit ça comme ça, avec le cœur. Voilà. Je trouve que c'est intéressant. Et donc, on va tout d'abord parler de la mise en scène, ensuite du scénario, ensuite des acteurs et actrices du long métrage, puis on va finir sur la musique, et enfin un fourre-tout où on va redonner notre avis global sur ce Hiroshima. Et puis la musique, le compositeur, quand même vachement important. Bah vas-y, parle un petit peu du compositeur, puisqu'on est toujours un peu dans la présentation du film. Bah en fait, c'est-à-dire que celui qui a fait la bande originale, donc ça s'appelle Akira Ufukube, et en fait, il est surtout connu pour avoir fait les bandes son des films Godzilla.
Et là, je m'adresse vraiment à quelqu'un qui adore Godzilla et qui va peut-être passer dans un enfant du cinéma pour parler de Shin Godzilla, qui s'appelle Inès. Notre réalisatrice, alors pourquoi on dit notre réalisatrice? Parce que King Tao et moi, ça fait actuellement 3 semaines, ouais. Ça fait 3 semaines tout pile qu'on bosse sur la conception, enfin sur le montage d'un court-métrage dont on vous parlera quand il sera possible pour vous de le voir. Mais donc, mon cher King Tao, qu'est-ce que vous avez pensé de la mise en scène déjà? Ou alors, non, on va faire une petite aparté. En globalité, qu'est-ce que vous avez pensé d'Hiroshima? Et puis ensuite, je te vous vois. Pourquoi je te vous vois? Parce que tu es moi du respect, peut-être. Voilà, parce que je suis ton simplement. King Tao. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé en globalité d'Hiroshima? Puis ensuite, qu'est-ce que vous avez pensé de la mise en scène? Et après, ça sera à mon tour. À vous, King Tao. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? En même temps, j'ai pas été agréablement surpris parce qu'en fin de compte, je savais de quoi ça parlait. Et il y a un truc que je voulais rebondir par rapport au premier podcast sur l'innocence. C'est un lien parce que c'est japonais. Et dans le film, ce qui m'a vraiment pris au trip, en fait, dès le début et même jusqu'à la fin, en fait, c'est que même si c'est quelque chose de tragique, il y a toujours un espoir. En fait, il y a quelque chose de très fort, de très poignant, de très puissant dans l'écriture du film. Je parlais aussi de sa mise en scène. Mais en fait, c'est pas comme d'autres films, et en plus on est en 53, c'est pas comme d'autres films américains où c'est les méchants, c'est les gentils. Ouais. C'est un peu comme Godzilla d'ailleurs. Il n'y a pas de... Comment on appelle ça? De manichéisme. Il n'y a pas eu mécanisme. C'est comme pour les films aussi de. Je fais souvent la différence entre les films Ghibli, Miyazaki et les films de Disney. Ouais. C'est qu'il n'y a pas de gentil ou méchant. C'est vraiment vrai en fait. Quand j'ai vu le film, ils s'attaquent pas forcément. Ils vont pas faire un pamphlet sur les Américains, sur la bombe. Bon, eux, ils vont plutôt vouloir continuer la guerre et tout. Bon, ça, c'est un passage du film qui est important. Les Japonais, dans le film, Les- souhaitent continuer la guerre, bah- prêter allégion à l'empereur. Ouais, en tout cas, c'est pas le peuple. Le peuple, ils souhaitent, eux, ils veulent la vérité et le gouvernement, l'État veulent continuer la guerre. Et ce que je trouve intéressant, c'est ce qu'il m'a dit pendant le film. Il dit, je comprends pas quand même qu'on ait eu des ordres comme ça. Et je dis, oui, la guerre, il y a rien de bon dedans. Ça, on le sait tous. J'ai souvent cette réaction qu'on peut appeler bête, mais souvent quand je vois des films, notamment sur la Seconde Guerre mondiale, je me dis à chaque fois, mais au bout d'un moment, devant le film, je me dis à chaque fois, mais putain, mais comment on a pu passer par des horreurs pareilles, quoi. Genre, c'est tellement insensé dans tous les sens. Voilà, je me dis souvent ça, c'est peut-être une réflexion bête, mais moi je trouve que c'est plutôt une réflexion sincère, quoi. Je me dis, mais je prends du recul et je me dis, mais comment c'est possible d'être passé par là? Mais du coup, je te laisse continuer. Non, mais en fait, il y a une phrase que je me dis, c'est qu'en fait, c'est le gouvernement de l'État qui va mener une guerre, et à la fin, c'est le peuple qui trinque. C'est vraiment, ils ont rien demandé, et c'est eux qui... Et on le voit, il y a un moment, tu as beaucoup été marqué aussi par ce moment-là, parce qu'il y a des moments de flashback, mais il y a un moment aussi où il y a la bombe, et là, ça dure quand même assez longtemps. Et Ça c'est quand même dure, prenant. alors, il y a l'attaque, enfin, il y a donc la bombe nucléaire qui arrive sur Hiroshima. Oui, Hiroshima, oui. Et ensuite le passage où on voit les gens se réveiller, essayer de comprendre ce qui s'est passé, les gens souffrir, etc., ça dure bien 15-20 minutes. Vraiment 15-20 minutes, quoi. Ça dure 15-20 minutes, mais il y a un personnage dedans qui cherche quelqu'un. Et donc, en fait, ça continue tout le temps. En fait, il y a toujours cette atrocité, toujours qui suit dans le film, comme... j'ai pas vu le film, mais ça me fait penser un peu à It Follow, tu vois, où c'est... t'as touché le truc, donc il te suit un peu partout. Oui, tu t'as touché l'horreur, et donc l'horreur te suit... Ce personnage-là... Enfin, c'est plutôt l'horreur t'as touché Voilà. que t'as touché Oui, l'horreur. voilà. C'est plutôt l'horreur t'as touché, et elle te suit Ouais. en permanence, d'une manière lancinante, etc. Mais en tous les cas, c'est presque jusqu'à la fin, en fin de compte, que ça... Et il y a des choses qui te remettent dedans aussi, par rapport à les atrocités, la mort, Mais c'est vachement bien raconté et c'est fin. En fait, je trouve que c'est subtil, c'est pas genre, alors on a fait des morts et c'est tout, à la Rambo, tu vois. Tu vois. Heureusement, j'ai envie de te dire. Non, Et mais surtout, voilà. ce qui m'a frappé, c'est que pour un film réalisé aussi peu de temps après cette attaque, je trouve vachement mature, vachement fin, effectivement, avec du recul, Beaucoup de recul sur cette situation absolument horrible qui s'est produite. Et donc maintenant qu'on a, en fait, on a résumé tous les deux un peu notre avis sur ce bien film, sûr. on peut dire que tous les deux on a beaucoup aimé. Ah ouais. Et il y a quelque chose aussi que tu m'as dit, ça fait, il est sorti en 53,
mais en fait, il a pas bougé d'un pouce. Il a pas bougé d'un iota. Ouais, Quand tu vois le décor, j'ai rien contre d'autres films, mais vraiment, regardez ce film-là, et ça met tout en plan tous les films qui sont faits en studio. Tellement c'est... Non, mais... Je dirais pas tous les films qui sont faits en studio, parce que moi je dirais plus, ce film-là qui date de 53 n'a pas vieilli d'un poil. Ah, pas du tout. Et il met tarif à des films qui sont sortis il y a 2-3 ans, où ça a opté pour le numérique à gogo, etc. Bon, à l'époque, le numérique n'existait pas, donc est-ce que c'est une comparaison véritablement intelligente? Mais ce que je veux dire, c'est que ce film, en termes de décor, d'effets spéciaux, de maquillage, le maquillage, du fait que t'es vraiment t'es immergé dedans, n'a pas vieilli d'un iota, comme tu as dit. Voilà. Ouais, en fait, on est en plein dans le jus, en fait. On pourrait se dire, ça a eu lieu il y a pas longtemps, en fait. Parce que, film. Ouais, parce que, en fait, tu dis... c'est un film de 53, bon, c'est un film, des fois on a du mal à rentrer dans les films qui sont assez vieux, qui sont peut-être en noir et blanc, mais là, en fait, on est tellement happé par l'histoire, parce que par les personnages. C'est tellement concret, c'est tellement bien fait, c'est tellement fait avec vérité, avec sincérité, avec émotion, que ça soit dans la technique ou dans le scénario, que ça a pas vieilli, quoi. Et d'ailleurs, pour la mise en scène, on va passer à la mise en scène, qu'est-ce que tu penses de cette mise en scène? Donc, voilà, qu'est-ce que tu penses? Elle est vraie. En fait, tu parlais de vérité, ça fait penser un peu au cinéma vérité en France. Ça fait il y a pas, c'est pas forcément pédant ce que je vais dire, mais il y a un côté documentaire, mais pas documentaire genre les animaux. Je pense exactement comme toi. Mais en fait, il y a un côté on est trop synchro. Mais en fait, je trouve que c'est plutôt un film historique. En fait, c'est pas forcément le drame pur et dur, mais c'est vraiment un côté historique en termes de mémoire. Je trouve que c'est plutôt, c'est pas son premier, son dernier film, mais il y a une espèce de testament, tu vois. Il y a un côté vraiment, ce film-là traverse. Les générations traversent... tu vois, comme on l'a dit plus tôt, c'est un film qui ne vieillit pas, quoi, dans sa technique ou dans son fond. Mais c'est vraiment... J'ai vraiment l'impression de ce côté documentaire, ce côté pris sur le vif, vraiment... Ou docu-fiction, enfin, je veux dire, il y a des passages qui font très très fiction... Enfin, non, c'est mal dit. Des personnages... qu'est-ce que je raconte, moi? Des passages où tu as conscience que t'es dans un film, et là je parle de passages... pas les moments d'archives, je parle de passages vraiment créés pour le film, et d'autres passages créés pour le film où tu as l'impression d'être dans un documentaire. En fait, ça mêle, je sais pas, non, c'est pas une opposition, mais tout ça pour dire que oui, on a l'impression d'être dans un docu-fiction, je sais pas si c'est le bon terme, parce que, voilà, c'est évidemment une reconstitution de ce qui s'est passé, mais... on a vraiment l'impression que c'est une sorte de documentaire par moment, et c'est très intéressant. Mais je te laisse développer là-dessus. La mise en scène est très intéressante, en fait. Je trouve, en fait, en regardant des films il n'y a pas longtemps, ça manque des fois, en fait. Et ce travail des personnages, on disait documentaire, mais tu as l'impression que c'est des personnages... on les interviewe pas non plus, mais en fait, c'est vraiment pris sur le vif, et c'est pas forcément... Voilà, par rapport à d'autres films où c'est tu vas dire ça, tu vas dire ça, tu vas dire ça, tu vois. Et... c'est un peu ça que je voulais dire, justement, c'est le côté pris sur le vif. Ça fait très réel, quoi. On a l'impression qu'en fait, on a... J'espère que je vais pas m'attirer de problème en disant ça, parce que je le dis comme ça, mais on a l'impression vraiment que ce qui s'est vraiment passé, c'est ça, quoi. Ça a été filmé, tu vois. Parce que c'est d'un réalisme, une sincérité. C'est tellement profond, et en même temps, tu disais, ça faisait pas longtemps qu'il était sorti, le film, c'était en 53. La bombe sur Hiroshima est tombée le 6 août 45, donc ça faisait presque 8 ans, je crois. Donc en même temps c'était près, mais en même temps c'était loin, et je trouve que c'est beau en fait d'avoir fait un film, parce que on sait très bien avec les films qu'il y a eu, parce que j'ai beaucoup aimé, je te remercie de m'avoir fait découvrir Godzilla japonais, Godzilla Minus One. C'est vraiment, juste je vais faire une aparté sur ça, mais Godzilla c'est la métaphore de la bombe nucléaire. Mais en fait c'est vrai que j'ai regardé un autre film aussi de Japon qui parlait aussi de la bombe nucléaire, et en fait les Japonais, je sais pas si c'est forcément la nouvelle génération, mais l'ancienne en tout cas, celle qui l'a vécu, et toutes ces personnes-là après, c'est que la bombe a été un traumatisme, mais profond, mais tellement en fait, dans les films japonais, il y a presque ça. Même, je pense que dans les films de Koreeda, même s'il en parle pas. Alors honnêtement, pour avoir vu pas mal de films de Koreeda, il y a peut-être un sous-entendu un peu quand même, non? J'ai pas vraiment trouvé de sous-entendu là-dessus. Oui, l'image faisait c'est pas penser... vraiment c'est pas vraiment ce qui... Non, bien sûr, mais... J'ai pas vraiment vu de sous-entendu là-dessus, honnêtement, dans le cinéma de Koreeda, mais c'était intéressant comme réflexion, parce qu'on précise que King Tao n'a vu que
Un film de L'innocence. Koreeda, à savoir L'Innocence, ouais. Mais je serais ravi de découvrir les autres. Ah, mais je vais te faire découvrir les autres, parce que Mais, Koreeda est le meilleur cinéaste actuel. Moi je le redis, pour moi c'est le meilleur metteur en scène de ces 10 dernières années. Voilà. Alors qu'il n'a vu qu'un seul film. Hein. Oui, non mais voilà, c'est vrai et je le dis encore, c'est sincère. Comme le film, c'est très sincère, c'est pris sur le vif, c'est généreux en fait, mais pas dans le mauvais sens, hein, évidemment. Mais c'est généreux dans la sincérité, l'émotion. C'est honnête. Ouais. Et c'est plein de bonnes intentions en fin de compte dans le film. Et je disais, je revenais à ce que Notamment je disais. une intention d'instruire sur Ouais. cet horrible moment et surtout de se commémorer aussi toutes les personnes innocentes qui sont décédées. Innocentes, ouais. Voilà, c'est un film qui en termes de mise en scène donc est très axé sur dans le vif. Un peu dans le pur réalisme de l'horreur, ce qui fait que par moments ça peut laisser en dehors, parce qu'il y a des gens justement qui ne recherchent pas ça dans les films qui parlent de faits historiques graves, notamment. Ils ne recherchent pas forcément une sorte de réalisme, parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir l'impression de vivre ça, même si évidemment c'est pas parce qu'un film sur Hiroshima est réaliste que on peut prétendre avoir l'impression de vivre ce qui s'est réellement passé. Ça serait d'un irrespect total de dire ça, mais voilà, il y a des gens qui ne recherchent pas ça dans le cinéma, et je peux comprendre, mais nous deux on est plus à rechercher ça justement. Et donc, en termes de mise en scène, on trouve ça très fort, cet aspect documentaire, cet aspect pris sur le vif, comme on l'a dit 150 fois. Mais même pour l'aspect plus fictionnel, où on va suivre un personnage qui va donc essayer de retrouver, qui d'abord va devoir, on va pas faire de spoil, mais entre guillemets, laisser sa femme de côté pendant un moment pour ensuite retrouver ses enfants dans ce dédale de cadavres et de briques sur le sol et de destruction, et il y a vraiment une sorte de désespoir assez inouï. D'ailleurs, on va passer un petit peu au scénario, parce qu'en fait, je me rends compte, de base, on devait chacun parler de la mise en scène, chacun parler du scénario, mais en fait, on se complète bien, je trouve. Oui, ça se complète. Et ce que j'aime bien aussi tu parlais dans la mise en scène, mais il y a un truc qui est vachement, si je vais résumer, c'est que c'est un ton grave, mais pas méprisant, en fait. C'est ça qui est cool, en fait. Heureusement qu'il n'est pas méprisant. Non, mais il pourrait être méprisant par rapport aux Américains, tu vois, par rapport à la bombe. Et en fait, on le sent pas. Tu vois, alors ça serait la facilité pour les Américains de faire un film, tu vois, un peu trop méprisant, le côté patriotique, tu vois, qui est un peu trop dans son jus. Et là, il y a vraiment une once d'espoir sur. En fait, le film n'est pas manichéen, dans le sens que le film te dit à aucun moment, c'est la faute de tous les Américains, tu vois. Non, il prend pas de ce parti-là, quoi. Il parle de Truman à un moment, quand même. Oui, au début. Non, pas au début, vers la moitié du film. Ah, il y a un passage avec le. Au tout début, durant le monologue ? Non, il y a un passage dans l'école avec un petit livre où il parle. De Truman. Je vois. Mais bon, après, c'est plutôt après où on en parle un peu plus. Mais donc, maintenant, on va passer au scénario. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de ce scénario, qui est quand même très très dense, hein. Ouais, il est très très dense, et je trouve que, en fin de compte, je repense au découpage technique, il est très bien foutu, je vois les axes, je vois les séquences, comment c'est foutu. Comment c'est réfléchi, ouais. Ouais, on pourra mettre en lien le montage un peu plus tard, mais en gros, c'est vrai que le scénario est vraiment... en plus, tu te dis, c'est un film 53, et tu te dis, mais... dingue, en fait, c'est dingue en fait de se dire que il y a autant de choses. C'est pour ça que je disais généreux. Mais dans le scénario, j'aimerais bien la voir. J'aimerais bien le voir et voir comment il voulait faire. Peut-être que le scénario est disponible sur internet, hein, qui sait. Je sais qu'il y a des sites qui dévoilent les scénarios. Mais après, j'ai des scénarios, mais pas forcément de films, de tous les films. Voilà. De films assez anciens, plus de films récents. J'en ai un d'un de nos référents. Ah ok, d'accord, ok. Voilà. Mais ça on peut pas le dévoiler. Voilà, on va pas le dévoiler parce qu'il est pas censé savoir que je l'ai. Mais je suis tombé comme ça par hasard. Bon bref. Mais non, le scénario est très abouti en fait. Et je me disais en fait ça commence. Déjà ça me prend la main comme pour L'Innocence avec la musique. Elle est extraordinaire. La musique est extraordinaire. On en parlera plus tard, mais vraiment la musique c'est l'une des meilleures compositions que j'ai jamais entendues de ma vie. Ouais, avec celle de L'Innocence ils sont forts les Japonais sur les Japonais et les Italiens sont très forts sur les bandes originales. Ah oui, je suis totalement d'accord. Voilà, mais sinon c'est très abouti. Et puis quand la fin,
Ben, je me dis, ouais, c'est la fin. En fait, je dis de A à Z, je me dis, en fait, il y a plein de choses, et en même temps, c'est tellement bien mis à tel endroit qu'en fin de compte, on est accompagné. Je vais revenir sur l'innocence, où j'étais accompagné avec une caresse sur la joue, si vous reconnaissez cette histoire. Dédicace, Voilà, à dédicace. notre podcast. Et non, je trouve qu'on est vachement accompagné. Alors, je sais pas pour toi comment tu l'as trouvé, mais en tous les cas, je sais que je me suis pas senti perdu, en fait. Mm. Bon, il y a des moments où on a arrêté parce que, bon, toi, tu devais aller aux toilettes, mais bon, bref. Ah, mais faut pas le révéler, ça. Voilà, oui, j'ai une petite vessie, et alors. Non, mais alors c'est marrant. Parenthèse d'humour, voilà. C'est marrant que tu parles du fait que tu n'as pas été perdu, parce qu'en fait, je suis d'accord avec toi sur le fait que le scénario possède beaucoup de personnages, beaucoup de thématiques. Il est lisible, hein, il est lisible, hein, on le comprend dès le début. Bah, je vais y venir. Le scénario possède beaucoup de personnages, beaucoup de thématiques, beaucoup de choses, il est très dense. Ouais. Mais on n'est jamais perdu, alors que par moment, justement, les personnages, et c'est plutôt logique, c'est même totalement logique par rapport à ce qui s'est passé, sont totalement perdus. Mais nous, on n'est pas perdus. Parce qu'on est constamment, mais ça aussi, c'est au niveau du point de vue de la réalisation, on est continuellement... À chaque fois qu'il y a un nouveau personnage qui apparaît, tu comprends son état d'esprit. Tu sais ce qu'il cherche. Et tu comprends comme il est. Parce qu'au niveau de l'écriture, comme à la réalisation, au niveau du point de vue, au niveau de la représentation, c'est très très fort. Et le film brasse... alors, je les ai notés notamment sur mon téléphone, mais énormément de thématiques que je trouve d'un nihilisme profond. Parce que tu parlais du fait que le film avait beaucoup d'espoir, mine de rien. Mais moi, je trouve quand même que c'est un film... assez nihiliste, surtout quand on voit sa toute fin. Oui, après je dis pas le contraire que c'est pas nihiliste, mais ce que je veux dire c'est que ça pourrait être beaucoup plus que ça l'est en fait, tu vois. Ah, moi je le trouve quand même super nihiliste. Moi j'y vois malheureusement... Ouais. Enfin malheureusement, je sais pas si c'est le bon terme, mais j'y vois pas beaucoup d'espoir dans son fond, dans ce film-là. Ok, je vois. Parce que notamment, moi il y a un plan qui m'a extrêmement marqué au début, mais ça se joue aussi au niveau de l'écriture, c'est qu'à un moment il parle notamment d'une fanfare de la paix. Donc c'est avant, il faut savoir qu'on commence le film, ça se passe donc après le 6 août 1945, ça se passe 7-8 ans après. Ouais. Et ensuite, au bout d'un moment, il y a le flashback, et là on replonge dans le passé, on replonge dans cet événement tragique. Et donc au début, à un moment il parle d'une fanfare de la paix, pour célébrer la paix, bien sûr, pour célébrer la fin de la guerre, etc. etc. Et cette fanfare de la paix, on l'entend sur le corps d'une jeune fille, qui agonise des suites des radiations. Ouais. Et donc ce plan déjà, qui apparaît au tout début, montre pour moi le nihilisme profond du film. Bien sûr, ouais. Comme quoi, c'est pas vraiment la paix. Tu vois, genre vraiment... oui. La terreur, la violence de cet événement a continué de grandir. Comme le fait que on assiste quand même à une scène d'un cours avec son professeur, où ils étudient les maladies que certains élèves ont suite à l'attaque de la bombe, tu vois. Donc ça rajoute du nihilisme. Je sais pas ce que t'en penses. Avant de continuer, je te demande ce que t'en penses. Oui, non, moi, je suis d'accord avec toi que jusqu'au bout, il y a un côté nihiliste. Après, ce que je veux dire par là, c'est que je parle d'espoir dans le sens où c'est un espèce de film mémoire, en fait. Et que même s'il y a eu ça, il dit à un moment, ne plus jamais avoir ça, en gros. Ouais. Que la guerre, il faut plus avoir ça, tu vois. Donc il y a une espèce d'espoir en disant que peut-être les jeunes générations, peut-être plus tard, diront dans les rues non, on veut plus la guerre et tout, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'ils avaient peur d'avoir une troisième guerre, tu vois, ils avaient peur après ça. Donc c'est plutôt ce côté ça, espoir dans la génération future, c'est ça que je vois en fait dans le film. Et surtout, moi, la réalité même, notre réalité rend ce film encore plus nihiliste, dans le sens que, excuse-moi j'ai bugué, dans le sens que bien sûr. La fin du film, ça parle d'une troisième guerre mondiale, mais ça parle également d'autres guerres. En mode, on ne veut plus d'autres guerres. On ne veut plus que d'autres innocents décèdent. Et quand on sait qu'après, il y a eu notamment la guerre du Vietnam, et quand on voit notamment la guerre qu'il y a actuellement entre Israël, Palestine, la guerre en Ukraine, également. D'autres guerres, bien sûr. Notre réalité rend ce film aussi encore plus... nihiliste, mais notamment également ce plan et cette scène où des enfants au tout début du film, on vous rassure, on spoil pas, on cite quelques petits trucs, y a cette scène qui oppose l'innocence d'enfants qui se baladent dans une sorte de champ
et qui disent tourne, 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 avant justement d'essayer d'attraper une libellule. Ouais. Mais pour ne pas lui faire du mal, mais pour voilà, la voir, donc l'innocence pure, la découverte pure. Et dans cette même scène arrive un avion ennemi. Un avion ennemi qui va faire des choses extrêmement dramatiques. Et quand ils voient cet avion-là, les enfants, ils font tourne, 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 tourne. Donc tu vois, ça appuie encore le nihilisme. Mais j'ai encore plein d'exemples comme ça. Mais juste pour dire que la mise en scène et l'écriture, dans ce qu'elles souhaitent raconter, de très nihiliste, certes, et ça aussi, ça peut déplaire. Mais pour moi, je comprends qu'on parle d'un événement pareil avec nihilisme. Tu vois. Bien sûr. Et donc, je trouve ça extrêmement abouti, mais donc je te laisse un peu continuer. Non, mais après, il y a un truc nihiliste, c'est un truc que je me suis dit pendant le film, et puis avec d'autres gens, j'avais parlé de ça, et puis tu disais, je pensais ça avec mon père quand tu en as parlé de ça, je disais, voilà, je viens de dire un truc, c'est peut-être pas gentil, mais en gros... Attends, je comprends pas. De quoi ? Avec ton père ? Oui, non, mais j'avais parlé de la guerre, qu'il fallait bien qu'il y ait eu une bombe pour arrêter les Japonais, c'est ça que je veux dire, tu vois. Ah oui, sinon la guerre aurait duré peut-être elle aurait duré plus longtemps. En gros, on sait pas. En gros, ce que j'ai dit tout à l'heure durant le film, mais c'est vrai, je suis d'accord. La chose extrêmement dramatique, c'est qu'il y avait en même temps une sorte de nécessité à cette bombe pour finir la guerre, mais en même temps, c'est tellement horrible ce qu'elle a créé. Et bien sûr, voilà, moi je suis contre toute violence et ça serait super que le monde fasse la paix. Mais la vraie paix, pas la paix pour faire la guerre pour la paix, non, mais la vraie paix. Voilà. La vraie paix, mais donc c'est horrible. En fait, c'était plus une réflexion que je me disais, pas un avis, mais une réflexion que je me disais en mode, il a fallu ça pour que ça s'arrête. Et dans tous les cas, c'est terrible. Tu vois, dans tous les cas, c'est terrible et c'est affreux. Soit il y avait ça, soit ça continuait. Il n'y avait pas de bonne ou mauvaise solution sur ça. Mais je voulais juste... De toute façon, c'est un sujet très touchy. Oui, bien sûr, comme toute chose. Hein. Voilà, donc je précise vraiment, c'est très important que c'était une réflexion que je me suis faite. Oui, pas un avis, non, je me suis pas dit... Précis, c'est pas un avis. Il fallait cette bombe. Non, je me suis dit... Il a fallu ça pour que ça s'arrête, et dans tous les cas, c'est dramatique, quoi. Ouais, bah en fait, c'est ce que je me suis dit après, je me suis dit, mais en fait, il aurait pas fallu commencer une guerre, en fait. Si tu commences une guerre, faut la terminer, donc dans tous les cas, c'est le cercle sans fin. Encore une fois, c'est très nihiliste, et je voulais juste, pour rentrer maintenant dans le passage du film, je vais dire un truc nihiliste, malheureusement, mais en fait, je me rends compte que en voyant ces corps, c'est dans le film où il y a la bombe, je me dis, en fait, les gens, c'est triste à dire ce que je veux dire, mais c'est vrai, il aurait fallu en fait que les gens meurent tout de suite en fait, parce que quand on voit comment les gens ils se retrouvent au moment où il y a la bombe et qui sont en train de chercher tout le monde et qui souffrent mais le martyr, et que après et qui sont en réelle décomposition et que après ils ont peu de chances de vivre en fait. On a vu plein de passages où c'est des passages extrêmement durs, et notamment toute une thématique du film, c'est que il n'y a pas eu de survivants en fait. Non. Tous les gens qui ont été irradiés par cette bombe. Enfin, il y a les gens qui sont décédés par cette bombe d'un seul coup, mais il y a eu les gens qui ont été irradiés par la radioactivité. Eux aussi sont condamnés à mourir. Et donc, il n'y a pas eu de survivants. Et donc, c'est horrible de se dire ça, mais on peut se dire, il valait mieux mourir sur le coup, parce que après, ça a été une douleur, une violence, quelque chose d'extrêmement lancinant qui a quand même pris du temps pour détruire des corps humains, quoi. C'est absolument terrible. Et même s'il y avait des survivants, ils avaient des pathologies, ils avaient des radiations, c'était pas mieux, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage, en fait, de se dire, bon, il faut mourir tout de suite, il faut sacrifier tout de suite, et en même temps, tu te dis, à ce moment-là, il faut mieux ne pas souffrir. Après, c'est toujours pareil. On va pas remettre dans le tapis, mais c'est pareil. Sur la souffrance, est-ce qu'il faut souffrir ou pas ? Ça, c'est notre histoire. Mais en tous les cas, ceux qui étaient là à ce moment-là, fallait mieux, malheureusement, mourir le plus vite parce que, et pas souffrir. Je sais pas si on peut dire fallait mieux, mais... Non, mais je sais pas, fallait mieux, mais en tous les cas, je veux dire que... Parce qu'évidemment, on ne souhaite pas la mort des gens. Non, on ne souhaite pas la mort des gens. Non. Mais en fait, quand tu regardes ça et tu vois l'après, mais j'ai pas la réponse, en fait. Je dis ça comme ça, mais en vrai... Les gens qui sont morts, les gens qui restent, voilà, et les gens qui restent, ils sont survivants, mais ils vont peut-être mourir aussi. Donc, ils vont sûrement mourir, surtout. Voilà. En tout cas, le message du film, c'est qu'ils vont sûrement mourir. Ah tout à fait, ils vont certainement mourir, mais en tous les cas, c'est vrai que c'est très 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 délicat. Ça reste quand même délicat. C'est un sujet très délicat, et le film dit même que les générations, parce qu'à un moment, il y a une femme enceinte qui va accoucher, peu de temps après l'explosion de la bombe, et le film te fait clairement comprendre que
si cette femme enceinte meurt en couche, par exemple, eh bien, ça ne veut absolument pas dire que son enfant n'aura pas des séquelles et que lui aussi ne va pas mourir jeune, tu vois. Donc, c'est encore une fois c'est très nihiliste. On a répété ce mot 1 milliard de fois, mais en même temps, c'est tellement vrai. Et je peux comprendre que des gens regardent ce film et ne l'aiment pas pour son côté justement très nihiliste. Mais pour moi, c'est un côté vrai, en fait. Parce que il s'est réellement passé ces choses horribles, quoi. Et il faut en être conscience. Mais il y a un truc conscient. Oui, il y a un truc que j'ai retenu, c'est à un moment, il dit... ça doit être le médecin ou je sais plus, c'est un passage en tout cas, il n'y a pas vraiment de spoil parce qu'on le sait déjà, mais c'est que en fait les radiations par rapport à quand ils sont tombés en 45, ça durait 75 ans. C'était 75 ans. Il donne un exemple que l'herbe, par exemple, il ne pourrait pas y avoir de vie pendant 75 ans après l'explosion de cette bombe. Alors, on fait le calcul. 1945-75, ça fait à peu près 2020. Aujourd'hui, je ne sais pas où s'en est le Japon avec 2024, avec cette histoire de radiation, sachant que, je vais juste mettre en lien, moi qui suis né au Vietnam, et que les Américains, j'en veux pas aux Américains, c'est pareil, ils ont déversé ce qu'on appelle le agent orange, et qui fait des malformations après, parce que ça va dans les sols, les gens mangent des choses qui sont polluées par ça, et donc c'est pareil, il y a un nombre incalculable d'années pour que le seuil soit très bas, et il est toujours pas en bas, donc je sais pas pour le Japon. Mais d'ailleurs, il y a des manifestations actuellement contre ces... pour signaler la présence toujours de ce... Oui, d'ailleurs, c'est pas pour faire parler de ma famille, mais mon papa avait fait est allé à une manif à Paris par rapport à ça. Et, concernant l'agent orange. Concernant l'agent orange, et c'est toujours dans un taux élevé. Et voilà. Mais en fait, c'est comme les radiations avec Tchernobyl, c'est pareil pour là avec Hiroshima. Et mais voilà, mais en tous les cas, c'est du gros cette manifestation. Et s'il y a eu le procès aussi, parce que la femme qui a été touchée par ça, parce qu'elle est journaliste à l'époque et tout ça, elle a été touchée à ce moment-là. Ce combat avec d'autres gens, des associations, tout ça, une partie du politique, attaque à des grosses firmes, dont Monsanto. Donc c'est très long, ça va être très long et très épuisant. Mais voilà, en tous les cas, pour dire que toutes ces choses-là, les guerres, ou l'agent orange, ou les radiations de la bombe... La destruction tout court d'êtres humains et de leur vie, c'est nul, quoi. C'est nul. Ça peut paraître tellement bête de dire ça, mais... Ah mais c'était pas du tout ça que je voulais dire. Ah, c'était pas du tout ça. Non, ouais, toutes ces choses-là, en fait... Mais oui, c'est nul aussi. Mais en fait, c'est que ça va impacter toute une génération après, en fait. C'est ça que je veux dire. Voilà. Mais c'est nul aussi. C'est nul. Oui, c'est totalement nul. Et je pense que c'est quand même, mine de rien, important de le rappeler. Et c'est nihiliste. On le redit plein de fois. Non, mais quand on voit ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est important de le rappeler que... Putain, arrêtez de faire des guerres. Ça va rien changer qu'on le dise dans le podcast, hein, mais... Faites l'amour, pas la guerre. Ouais, non, mais en tout cas, vous comprenez le sens de notre pensée. Mais aussi, je voulais revenir donc sur cette scène donc de l'explosion de la bombe, où il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué en termes de mise en scène. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Où quand la bombe explose, donc c'est de jour évidemment parce que ça s'est passé très tôt le matin. Mais tout d'un coup, on passe d'un jour très ensoleillé à une nuit de terreur. Genre vraiment en quelques cuts. T'as l'impression que tout est filmé de nuit, tu vois que c'est vraiment une nuit de terreur, et où les cadavres de personnes se confondent avec des briques sur le sol. C'est-à-dire que dans la mise en scène, il y a des plans que j'ai vus, où à un moment je me disais, mais qu'est-ce que c'est par terre? Et tu te rends compte, malheureusement, que c'est un cadavre. Alors tu pensais qu'en fait c'était des débris. Et justement, ce côté de tout se confond, on n'arrive plus à se retrouver, on est perdu. On est complètement perdu et c'est quelque chose vraiment d'affreux. On te fait ressentir ça et ça marche vraiment très très bien. Maintenant, pour ce qui est donc des acteurs et actrices, tiens, qu'est-ce que tu as pensé des acteurs et actrices? J'en avais vite fait parler au début sur le traitement des personnages et je trouve que... Moi, j'ai eu j'allais dire un crush, non pas forcément un crush, mais j'ai eu vraiment un coup de cœur. Ouais, un coup de cœur. Donc un crush, non, mais pas forcément un crush. Dites-nous si crush et coup de cœur, ça veut dire la même chose, que pour le coup, moi, j'en ai aucune idée, mais du coup, un coup de cœur, quoi. Bon, un coup de cœur pour le professeur, qu'on voit d'ailleurs à la fin. Il n'y a pas de spoil, mais on le voit à la fin. On le voit au début et on le voit à la fin. Ouais, et on le voit à un moment donné aussi. Mais moi, j'ai été happé par son charisme, en fait. Et à chaque fois que je le voyais, je me disais...
waouh, il y a quelque chose de fort en Son charisme protecteur aussi. Ouais, son charisme protecteur, son charisme en tant que professeur, où on sait, le professeur enseigne, tu vois, il sait les choses, mais en même temps, il est là pour donner des solutions, des choses. Et apprendre, comprendre, Et voilà. puis il assume aussi au début du film qu'au début il ne croyait pas à dans le film on peut appeler ça une théorie, Oui. à cette théorie de La radiation, des radiations. la radiation a créé des choses destructrices, excusez-moi, dans le corps humain de plein de personnes. Il assume ça. Ouais. C'est un personnage qui est vrai, qui est entier, qui Authentique. qui pense certaines choses dures comme fer, mais qui n'hésite pas non plus à se remettre en question par Ouais, c'est moment ça. pour ses élèves, pour Ouais. les aider, les accompagner dans leur malheureuse souffrance, tu vois. Mm. C'est un personnage qui est très intéressant, effectivement, alors qu'on voit pas non plus énormément, quoi. Ouais, mais il est très ouvert. En fait, c'est pas son charisme. Tu vois, je vais juste faire un lien vite fait avec un film. Par exemple, on parlait dans un short, on parlait de mon film préféré, et je disais Hannibal Lecter, on le voit qu'un quart d'heure. Bah, tu vois, il y a ce charisme-là. Bon, pas le même, évidemment, pas l'empathie froide, mais il y a un charisme-là, et même s'il est que 15 minutes dans Le Seigneur des Agneaux, il nous marque. Bah, pareil pour ce professeur, on le voit très peu, mais il nous marque. Tu vois, et par son charisme et toutes ces choses, tu vois. Et il y a des gens dans la vie, ils disent pas grand chose, mais ils nous marquent. Ouais. Tu vois, bah c'est ça. Là, je vois totalement ce que tu veux dire, ouais. Et maintenant, on va passer à la musique, à la fameuse musique. Et là, je pense qu'on peut le dire vraiment. Tao et moi avons été absolument subjugués par cette. C'est mélodie, c'est vraiment mélodieux. J'avais utilisé ce terme pour un précédent épisode d'Enfants du cinéma que j'avais fait seul, je sais pas si tu l'as écouté, sur Gen d'Hiroshima, donc en plus ça a un rapport avec ce dont on parle non, j'ai pas actuellement, vu, je crois pas que j'ai... qui est un film d'animation japonais qui suit un petit garçon avant qu'il se passe les événements d'Hiroshima et après. Il faut savoir qu'il y a eu un deuxième volet aussi que je n'ai pas encore vu mais que je traiterai sûrement dans l'émission et donc avec toi. Sûrement, puisque maintenant tu fais partie de l'émission. Ouais, bien sûr. Je vous invite à aller écouter cet épisode, dont je suis assez fier, qui dure beaucoup moins de temps que les autres, il dure 22 minutes. Mais c'est un excellent film d'animation concernant ces événements à Hiroshima. C'est un film que je trouve très important, vraiment. Et donc, la musique. On a été absolument subjugués par ça, parce que ça m'a rappelé la symphonie de l'horreur qui était Gen d'Hiroshima, en fait. C'est vraiment une symphonie de l'horreur, cette musique. C'est une musique qui est assez répétitive, mais qui n'est pas dérangeante, parce que tu comprends son côté répétitif, parce que notamment, elle intervient dans des moments où c'est des personnes qui essayent de se retrouver dans les décombres et qui ne retrouvent jamais les personnes qu'ils souhaitent retrouver et qui se prennent les pieds toujours dans les décombres et qui souffrent et qui souffrent et qui souffrent encore. Donc c'est normal que cette musique soit répétitive. Et donc elle représente tellement bien la souffrance de ces pauvres gens qu'elle finit par être belle, tu vois. Et en plus, elle évolue. Par moments, il y a des chœurs qui chantent avec cette musique. Donc voilà, je te laisse continuer. Non mais je trouve qu'elle et un mot, je me dis, qui me vient à l'esprit, c'est elle embaume le film. Et elle embaume le film, en fait, elle arrive à des moments en fait, pour accompagner le spectateur dans des moments compliqués. Et donc elle adoucit un peu les mœurs, des fois, je trouve. Ce qui fait que... Parce qu'il y a des moments, c'est très dur, tu vois. Et s'il n'y avait pas cette musique un peu plus douce, on s'entend bien. Elle est douce, mais elle est douloureuse. Ouais, douce ou douloureuse, mais je veux dire, c'est qu'elle accompagne, parce qu'on pourrait mettre ça... Parce qu'il y a des moments où il n'y a pas de musique, on entend juste le cri et tout. Il y a notamment un moment qui m'a extrêmement marqué, où on entend juste les cris, les pleurs, la souffrance. Ah bah ça c'est fou. Mais là, je trouve que c'était bien de pas mettre... Parce que pour moi, juste pour faire le lien aussi au montage, c'est que pour moi, la musique, elle doit être mise si elle permet d'élever le film. Ou d'accompagner le spectateur. Oui, non mais ce que je veux dire, c'est que on peut mettre, par exemple, l'histoire de cris. Là, il n'y avait pas forcément besoin de musique. Il y avait besoin de ce côté très franc, très fort, très puissant, très naturel, très pris sur le vif, du coup, de ces cris qui me paraissent beaucoup plus nobles sans musique. Il y a un hurlement d'un gamin à un moment qui m'a vraiment... Lequel, qui m'a glacé le sang, quoi. Parce qu'il y a eu deux, il y a un moment où il dit maman et un autre où un peu plus loin il dit maman. Il y a plein de gamins j'ai froid, il y a plein de gamins qui crient, qui appellent à l'aide leur maman, donc déjà ça glace le sang. Ah ouais, ça glace. Mais il y a un moment où il y a un plan sur un gamin qui appelle sa maman, et puis à un moment il a plus de force d'appeler sa maman, juste il hurle de souffrance, tu vois. Et ça m'a vraiment glacé le sang, c'était assez terrible. Mais cette musique, justement, moi je la vois comme accompagnatrice du spectateur, parce que elle intervient quand même dans des moments qui sont extrêmement durs à regarder,
Et limite, cette musique essaye de te dire oui, ça a existé, cette réalité terrible, mais là, tu regardes un film. Et donc, voilà, ça accompagne le spectateur, ça l'aide à souffler un petit peu, même si ça reste quand même extrêmement dur. Oui, mais la musique est très bien choisie. Et je ne veux pas dire que c'est pas grand-chose, mais c'est vrai que ça paraît rien comme ça, mais cette musique, tu disais elle accompagne, moi je disais elle embaumait, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très fort et en même temps de très passionnant en fin de compte. Ah, mais la musique est passionnante. Je vais aller l'écouter plein de fois parce qu'elle est si forte. Ouais, et en même temps, je pense que j'écoute la musique tout seul, je suis dans le. T'es dans le mal, quoi. Je suis dans le mal et ça me fait repenser ce qui s'est passé, tu vois. Donc, et c'est intéressant en fait de faire ça, en fait, d'écouter la musique sans avoir le film en fait et de vivre. Tu conseillerais de peut-être écouter d'abord la musique puis ensuite de voir le film? Non, pas forcément. Je dis ça parce que on parlait que j'aime beaucoup cette musique japonaise, et c'est pareil pour l'Innocent. Et pareil pour les Italiens, j'aime beaucoup Ennio Morricone, j'aime beaucoup Pino Donaggio aussi. Moi, je suis toujours absolument sous le charme de la musique de Cinema Paradiso, par exemple. Ouais, bah tu vois, moi j'aime beaucoup le thème de Mission, donc mais Mission, de Gabriel, l'une des meilleures bandes originales de l'histoire du cinéma. mais qui n'a pas gagné d'Oscar. Wow, quelle honte. Mais après, excusez-moi, je bug. Je me souviens plus ce qu'il y avait face à la musique de Mission. Il y avait un film de Bertrand Tavernier sur la musique, et c'est pour ça qu'il a gagné, parce que c'est un film. À l'époque, c'était s'il y avait un film de musique qui parlait de musique, bah il gagnait automatiquement le truc de musique. C'est un peu moins ça aux Oscars maintenant. Bah aujourd'hui, c'est un peu plus différent, quoi. Mais la musique de Mission, l'une des meilleures bandes originales de l'histoire du cinéma, que j'ai eu le plaisir d'entendre. Je suis allé à Turin il y a pas longtemps, et il y avait un violoniste qui jouait cette musique sur l'une des places de Turin, et ça m'a foutu les émotions et les frissons. Tu m'as envoyé une vidéo, et c'était il était une fois dans l'Ouest, la musique. Parce que il y a eu plusieurs musiques de jouer avec plusieurs musiciens. Et c'est marrant que tu dis, c'est juste une petite aparté, après on reprend, mais tu m'as dit t'as les frissons, et ça m'a fait penser à Frisson de l'angoisse. Tu as vu la maison Frisson de l'angoisse, et je t'ai fait montrer Frisson de l'angoisse. C'est extraordinaire. Tout est dans le lien. Je suis allé à Turin, j'ai vu la maison de Frisson de l'angoisse, qui est un film absolument passionnant dont on parlera peut-être un jour. Et ensuite tu m'as fait découvrir Frisson de l'angoisse. Tout est lié, mon Dieu, incroyable. Ouais, mais pour revenir à nos moutons, pour revenir à ça, la musique qui est très marquante, la musique est très importante dans ce film, qui accompagne tout le récit. Et je voulais juste faire le transition entre la musique et le son, parce qu'il y a eu un moment où il y avait des moments. Je repensais à notre fiction à un moment donné, parce qu'il y avait des trous de son où on n'entendait rien. Oui, mais c'est normal, c'est un film qui est assez ancien. Non, mais c'est pour ça, la restauration est quand même folle. Non, mais pourquoi je dis ça? Parce que c'est un peu marrant, entre guillemets, c'est ironique, pour dire que à l'époque, ils n'étaient pas sur un ordi et ils faisaient cut comme nous on fait, tu vois, et on fait CTRL-Z, tu vois, retour en arrière, annuler. Là, ils se sont bien démerdés quand même pour avoir. Il y a eu un moment où il y a eu un doublon de voix à un moment donné, t'as dit oh. Oui, c'est vrai, il y a eu un doublon de voix. Mais ça m'a pas choqué en fait, parce que je me remets dans le contexte et tout, et je me dis non. Et je trouve que c'est très propre, et la restauration est géniale. La restauration est vraiment très soignée, vraiment. On dit ça parce que Blu-ray, ok, c'est bien, mais tous les films qui sont en Blu-ray, qui datent des années vraiment avant le Blu-ray, c'est pas toujours tip top. Les premiers Blu-ray qui sont sortis, par moments, c'était pas de la 1080p, hein. C'était pas si ouf. Mais là, c'est une restauration qui est assez récente, de 2021, il me semble, je crois. Il est sorti en 2021 en France, en remasterisé, je pense. Et on peut peut-être un petit peu parler, j'avais complètement oublié au début de ce podcast, mais on peut peut-être un petit peu parler du montage, que moi je trouve excellent, parce que pour l'époque, ça tente des choses vraiment très compliquées à faire. Il y a deux choses que je veux dire par rapport au montage, vu qu'on y est. Il y a le début. Il faut signaler que Quintao et moi, on est en montage. On le redit encore, on le redit encore, c'est vrai, on l'a dit tout le temps. Mais en fait, c'est plutôt un mouvement de caméra, mais les mouvements de caméra va avec le montage, comment on fait, on choisit quel point de vue. Et à un moment donné, c'est au tout début, le moment où la fille, elle se lève et le prof arrive, il vient vers elle, et il y a un travelling, mais qui est vachement bien fait, et ça reste net, tout le temps. Et je trouve qu'ils ont des bons chefs-op, ils ont une très bonne équipe technique, parce que c'est super bien géré. Ah, mais le film, comme on l'a dit en début, a de la gueule, quoi. Le film a pas vieilli, le film a un très beau noir et blanc, a des très beaux cadres, des très beaux mouvements de caméra. Il a des très belles teintes, des nuances, qui est très beau. Et justement, c'est un film, comme je l'ai dit, où par moments,
tu confonds les cadavres et Hmm. des bouts de bâtiments par terre. Ouais. C'est un film qui, à la photo, a dû demander un taf pour représenter ça à l'image. Ouais. Absolument dingue. Et moi, le montage, je suis bluffé par la scène de fin, notamment. Hmm. Parce que ça raconte tellement de choses en termes de mise en scène, de montage, de scénario. Tout est réuni dans cette scène de fin qu'on va pas spoiler, mais où en gros les fantômes d'Hiroshima Ouais. renaient, tu vois. Bien sûr. Moi, je suis vraiment bluffé par cette scène de fin que je trouve assez Et incroyable mémorable. et mémorable. Mémorable. Mais c'est vrai que le montage, après bon, on est dans le montage, mais c'est vrai que des fois dans des films, bon le scénario s'il est bancal, bon ça me gêne pas trop, mais quand il y a quand je regarde le montage, je suis vachement dedans, tu vois. Je suis vraiment dans le côté technique du montage. Alors je vais pas faire mieux, hein, parce que je vais fermer ma grosse bouche, parce que je vais pas faire mieux. Mais je remarque par rapport au montage de Hiroshima, il y a des trucs, quand tu remets par rapport à l'époque, à 53, et comment c'était foutu, parce que c'était des bandes, machin, fallait tourner, c'était pas sur l'ordi, c'est vachement bien foutu. Ouais. Et je trouve qu'il y a des plans, ils sont mis au bon moment, il n'y a pas de temps mort. Ah, mais le découpage est très bien. Hein. Je disais ouais, au tout début que le découpage est très très bien, et très bien fait. En fait, à chaque fois que tu as un nouveau plan, ça te marque. Et ça raconte quelque chose. Ouais. C'est pas un plan inutile. Parce que des fois, nous, on est dans une école et on se dit, oh, le plan est beau, on le met. Mais c'est pas parce qu'un plan est beau que le film est génial. Non, faut qu'il raconte quelque chose. Il faut qu'il y ait un sens. Bah, et pour ouais, moi, c'est ça. chaque plan, chaque mouvement, chaque prise de vue, tout ce que tu veux, Ouais. raconte quelque chose. Ah oui, non, mais Un c'est gros sûr. plan raconte quelque chose. Tu vas filmer le ciel, ça raconte quelque chose. Tu vois. Et donc, il y a un sens à chaque fois et ça raconte quelque chose à chaque fois que ça passe. Mais dans une séquence. d'ailleurs, on va finir là-dessus pour ce qui est un peu de mise en scène, montage, etc. Mais il y a un plan que moi j'ai trouvé vraiment super intéressant où c'est une scène où le gouvernement japonais s'acharne de non, on va pas céder, et puis on va continuer à résister, on va continuer Ouais, à bien se sûr. battre, Ouais, et que t'as une personne dans cette assemblée qui n'est pas forcément d'accord avec ça, et il y a un plan sur un moustique Oui, qui bien sûr. essaye de sortir par la fenêtre, Ouais. mais qui se cogne continuellement Ouais. contre la fenêtre. Et c'est exactement Ouais. ce que le gouvernement japonais était à ce moment-là, en mode non, on va s'acharner, Ouais. et ça servait à rien, ça ne servait à rien. Mm. Donc voilà, le film, donc pour résumer, mon cher King Tao, vu que nous possédons également des letterbox, qu'on mettra en description évidemment, tu lui mettrais quelle note et puis, pour résumer rapidement ce film, bah dis-nous. Alors, je mettrai un 4,5 et juste pour faire un peu rapide. 4,5 sur 5, pour Et ceux qui oui, ne connaissent oui. pas Letterboxd. 4,5 sur 5. C'est à peu près dans les notes de. Bah, c'est un 9 sur Allociné. 10, quoi. Oui, mais ça veut dire Sur le excellent. sens critique. C'est-à-dire excellent. Ouais. Et en court résumé, en fait, je voudrais résumer par un passage où il y a un moment donné où il y a des pousses, tu sais, des pousses dans le jardin. Et il y en a un qui. Ah oui, dit- des pousses de radis. Ouais. Et à un moment donné, il y en a un qui dit, pour faire rapido, il y en a un qui dit, ah mais il faut y croire. Et l'autre il dit, non, c'est les foutus. Et en gros, pour moi, ça résume bien le film parce que c'est la bombe. Est-ce qu'on garde l'espoir de se dire il y a possibilité d'avoir quelque chose après pour les futures générations, ou alors non, c'est cuit et on est mort, tu vois. Et je trouve que ce passage-là, vers la fin, mais plutôt milieu 3/4, ça résume plutôt bien selon C'était moi. vers 1h15, je crois, de film. Oui. Le film dure 1h44. 45. Ah, 45. Ou tu m'as 44. battu. Non, 44, Non, je crois que c'est 1h45. Non, c'est 44, j'ai vérifié. Ok. Mais 44 et quelques secondes. Mais je trouve que ça résume bien en se disant que voilà, il y en a qui se disent voilà, on est profondément nihiliste comme Monsieur JB. Comme Non, je suis pas. connu. Ah, mais. Non, je rigole. Bon, en vrai. Et moi c'est qui vrai, suis plus- et Non, puis- c'est vrai, je suis assez Non. nihiliste dans la vie. Non, mais nihiliste par rapport au film. Et, par rapport à Mais ce le qu'il film dégage. est nihiliste. Oui, Moi, je suis sais. un nihiliste par rapport au film. Oui, et moi je suis plutôt dans le côté espoir, donc ce côté-là. Donc je trouve que ça résume plutôt bien. Voilà, choisissez votre camp. Et ben moi, je trouve que c'est un excellent film auquel j'attribue la note de 4 sur 5. Ok. Je l'ai peut-être donc un peu moins aimé que toi, mais en soi, c'est vraiment un film qui est majeur, dont je me souviendrai très longtemps. On en reparlera. On je en pense. reparlera sur la chaîne sûrement, et puis je Certainement. vous invite vraiment à le découvrir, parce que certes, c'est un film d'un nihilisme assez certain, mais qui est très intéressant parce qu'il est très abouti en termes de mise en scène, de scénario, de propos, de tout ce qui fait un film en fait. Je pense que c'est vraiment un grand film. Et je suis très heureux d'ailleurs de l'avoir découvert avec toi. Bah ouais. Et je suis très heureux d'ouvrir cette nouvelle formule d'Enfants du cinéma avec ce film, qu'on vous invite évidemment à découvrir. Il y a une super édition de chez Carlotta en Ouais. Blu-ray, qu'on vous invite à acheter, parce qu'en plus,
Au-delà du film qui est très bien restauré, l'édition est vraiment très chouette. Il y a un fourreau, et puis les menus sont cool. Non, vraiment, c'est une très bonne édition. Est-ce qu'il y a des bonus? Il me semble qu'il y a des bonus ou... Il y a peut-être une espèce d'interview, il y a pas grand-chose, mais il y a un petit truc, quoi. Mais donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce film. Kintaro a beaucoup aimé ce film, excusez-moi. Et on vous le conseille vraiment vivement. Allez le regarder. Parce que au-delà d'être un très bon film, c'est un film important. C'est un film vraiment phénoménal en fin de compte. Ouais, c'est vrai. Qui restera certainement pour nous deux. Bah, il restera dans nos mémoires, mais je pense que quand vous l'aurez vu, que vous ne l'aimez pas ou que vous l'aimez, c'est pas grave. Il restera dans votre mémoire. Ouais, c'est sûr. C'est sûr et certain. Et donc on espère que cet épisode d'Enfants du cinéma, nouvelle formule, vous aura plu. Et alors je suis tellement heureux de ce que je vais dire par la suite. On se retrouve la semaine prochaine. Parce que oui, avant les épisodes d'Enfants du cinéma, c'était un peu n'importe comment, tu vois. Ouais. Et maintenant, on se retrouve la semaine prochaine pour Furiosa. Voilà, on vous le dit, ça sera pour Furiosa, A Mad Max Saga, le prochain film de George Miller. Et alors, Kintao, as-tu hâte de voir Furiosa? Sachant que tu n'as vu aucun film de Mad Max, je t'ai trahi, je l'ai révélé, je suis désolé. Et non, c'est faux, parce que hier soir, en fait, j'ai pas dit Yves Connu, mais en fait, après avoir vu Lee Mitchell, je suis allé dans ma chambre et j'ai regardé Mad Max 1. Donc, j'ai non, c'est pas vrai? Ouais, c'est vrai. Non, tu mens. Non, j'ai vu le 1. C'est vrai? Ouais, j'ai vu le 1. En fait, je suis en train de rattraper pour aller voir. Mais tu l'as vu où? Bah là-haut, chez moi, j'ai le Blu-ray. Ah oui, c'est vrai, t'as une télé en haut. Ouais. Voilà, mais en gros, voilà. Du coup, je l'ai regardé et pour te dire à quel point je l'ai vu, je peux spoiler? Non, moi, je sais pas trop si je peux spoiler, mais pour vous prouver à quel point je l'ai vu. Ah, tu peux spoiler Mad Max 1. Il y a un moment donné, c'est vachement pulp et il se fait écraser le bras par une moto et on lui tire au genou. Ok. Donc je l'ai vu, c'est vers la fin. Voilà. Mais voilà, pour prouver que je l'ai vu quand même. Donc c'est pour ça que tu t'es couché à 1h? C'est pour ça que je suis couché à 1h et il faudra que je continue à regarder ça avant de regarder. Voilà. Eh ben attention, c'est la semaine prochaine. Bah oui, voilà. Donc voilà. Et moi j'aimerais bien que tu me dises les prochains Enfants du cinéma, il y aura peut-être d'autres gens. On parlait d'Inès, peut-être il y aura quelque chose. Alors, je finis juste sur le fait que le prochain épisode d'Enfants du cinéma, ça sera encore nous deux sur Furiosa, donc le retour de la saga Mad Max au cinéma, bien sûr. Retour de George Miller. Ce retour qui a été extrêmement acclamé à Cannes, parce qu'il y a eu la première à Cannes. Il y a également eu la première de Megalopolis à Cannes. Oui, mais on n'en parlera pas. Voilà, on est très très inquiets. Joe, on n'en parle pas. Ah, dédicace à Joe. Joe qui a adoré le film, mais tout le reste des personnes que je connais n'ont pas aimé le film. Et donc, le prochain épisode, enfin, en tout cas, le premier épisode de cette nouvelle formule, avec une autre personne d'invité, sera normalement un épisode sur Shin Godzilla, avec notre réalisatrice, Inès, qui est passionnée par Godzilla. Voilà, elle connaît beaucoup de choses sur Godzilla, et elle est surtout passionnée par Shin Godzilla. On le sait puisqu'elle nous a fait écouter notamment cette magnifique musique de Shin Godzilla en montage. Et donc, on a très hâte de vous retrouver pour ça. Je peux vous dire qu'on est très content de lancer ce podcast. Ouais, très content, ouais. Vraiment, ça va permettre à ma chaîne d'être beaucoup plus régulière en termes de vidéos. Ouais. Et je vous rassure, il n'y aura pas que des enfants du cinéma sur ma chaîne. Les critiques vont continuer, les critiques en duo vont continuer, les petites critiques vont continuer, le petit podcast va continuer, tout va continuer. Mais ça va évoluer, je vous rassure, dans le bon sens. Mais ça va évoluer dans le bon sens. On va réfléchir à poster également ces épisodes sur Spotify. Ça a été dit, on va réfléchir aussi à peut-être créer une chaîne YouTube pour enfants du cinéma. Peut-être, ouais. Pour le moment, je le fais sur ma chaîne. Ouais. Et voilà. Ouais. Et voilà. Donc, les réseaux de Kintao sont en description, à savoir Chant contre Chant 2023 sur Instagram, Chant contre Chant 2023 sur Letterboxd, ou Chant contre Chant? C'est la même chose. Et mes réseaux sont en description également. Je vous invite aussi à suivre les réseaux de la 7ème Illusion, qui est le collectif dont je fais partie. Voilà. Et sur ce, suivez aussi mes autres réseaux sur lesquels je suis très présent. Et maintenant, est-ce qu'on peut... on peut peut-être terminer par une petite anecdote. Petite anecdote sur nous deux, dont on se souviendra dans 6 mois, quand on aura... Ah oui, bah voilà, petite anecdote absolument nulle, mais un peu marrante. La première fois que j'ai rencontré Kintao, j'ai fait ma rentrée à 3IS, en montage. Ok. Et il y avait un exercice sur lequel je ne comprenais rien. Et je suis venu te faire chier en te demandant 3, 4, 5, 6 fois du renfort pour le montage. Ouais, c'est vrai, je me rappelle, très bien. C'était très emmerdant parce que je devais travailler. Parce que j'avais du travail moi aussi. Hein.
Tu crois quoi? Bah voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, c'est comme ça que ce podcast est né. On espère que la suite vous plaira, on espère aller très loin avec ce podcast. Et sur ce, bah écoutez, on s'en va côtoyer d'autres univers, des univers du passé, ou des univers du présent, ou des univers du futur. On voyage dans le temps peut-être. Ouais. Tu penses qu'on voyage dans le temps ou pas? Peut-être. T'es pas sûr? Si, peut-être. Il veut pas dévoiler. Du coup, on se retrouve bientôt, on s'en va côtoyer d'autres univers. Et on vous dit salut. Voilà. Et si vous voulez me voir ou m'entendre, allez voir Enfants du cinéma. Let's go, let's go. Allez, des bisous la team. Donc on a bien vérifié qu'il y a des images d'archives dans le film Hiroshima de 1953. Et il y en a bien, effectivement. Voilà.